Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive pour une santé accessible à tous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Le handicap en entreprise, c'est bien plus qu'une simple histoire de quotas. L'emploi de personnes handicapées est même un formidable moteur de progrès et de performance pour l'entreprise. Et on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Nous ne sommes pas à la hauteur de l'idéal d'égalité que nous avons gravé au fronton de la République. Cette phrase, elle est d'Emmanuel Macron, le président de la République. Il l'a prononcée en conclusion de la 6e conférence nationale du handicap, le CNH, en avril 2023. Cette déclaration du chef de l'État, nous pourrions l'appliquer au monde de l'entreprise. Aujourd'hui, en France, les personnes handicapées et les personnes valides ne sont pas égales face à l'emploi, mais les choses commencent à évoluer et plutôt dans le bon sens. Et je pense que mes invités seront d'accord avec moi. Anne-Marie Le Messager, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice nationale handicap chez Vive 3. Oui. Merci d'être avec nous. Carole Pétier, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable diversité et inclusion d'Harmonie Mutuelle. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose d'aller à la rencontre des Français et des Françaises. Quel est leur regard sur le handicap et que pensent-ils du rôle des entreprises dans l'inclusion des personnes handicapées? C'est un reportage de Mélodie Mortelec. L'activité qu'on a ne permet pas d'employer des gens handicapés. Oui, j'en ai dans mon entreprise. Nous, à Blois, on a d'autres bureaux et là, oui, il y a des personnes qui ont un handicap. Je vois vraiment la difficulté de mon employeur à mettre aux normes pour accueillir toutes ces personnes. Pour certaines, je pense que c'est encore une question de quotas et d'obligations. Bien d'augmenter, mais surtout l'esprit quota. Ce quota, voilà, c'est peut-être ça qui peut un peu bloquer. Je pense qu'il faut un peu libérer un peu et d'arrêter le quota et de regarder finalement la population. Qu'est-ce qu'on peut intégrer dans nos métiers? J'y avais jamais pensé. Je pense que c'est surtout à la personne elle-même, si elle a des revenus suffisants, une bonne mutuelle, etc., d'aller se faire dépister chez un médecin. Mais à part les problèmes psychologiques qui peuvent être liés à une mauvaise santé psychologique au travail, je pense pas que ce soit une entreprise d'aller, à part les rendez-vous annuels chez le médecin du travail, je pense pas que ce soit une entreprise d'aller faire passer des tests ophtalmologiques, etc., à ses employés. Au moins l'accompagner, oui. Je pense que ça doit être fait en binôme tout ça. C'est pas que l'entreprise, mais aussi la personne qui aussi, c'est une responsabilité commune, je dirais, pour que tout se passe bien. Bon, il y a des bonnes idées, mais on peut mieux faire, c'est sûr. Alors, que dit la loi aujourd'hui? Toute entreprise de 20 salariés et plus est tenue d'employer des travailleurs handicapés dans une proportion de 6% de l'effectif total de l'entreprise. Ce qui fait qu'en France, normalement, 80% des entreprises emploient actuellement un salarié handicapé. Mais dans les faits, c'est vrai que le taux de chômage des personnes handicapées atteint 15%, presque le double de la population active. Anne-Marie Le Messager, comment interpréter ces chiffres un peu contradictoires? Ça reste effectivement une vraie difficulté pour les personnes en situation de handicap d'entrer en emploi. Pourtant, l'emploi, c'est le premier facteur d'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Et ça révèle aussi la sous-déclaration peut-être de personnes qui rencontrent des difficultés de santé et qui ont parfois du mal à se faire connaître, de peur que leur employeur change de regard sur leurs compétences notamment. Oui, on y reviendra tout à l'heure. Autre chiffre à avoir en tête, 2,8 millions de personnes en âge de travailler sont reconnues handicapées, ce qui représente à peu près 7% des 15-64 ans. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par handicap sur un plan législatif et quelles sont les grandes familles de handicap? Alors, le handicap a une définition qui a été arrêtée dans le cadre de la loi de 2005. Et le handicap, en fait, sa définition, c'est tout ce qui concerne la limitation d'activité ou restriction à la participation à la vie en société qu'une personne subit dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une fonction ou de plusieurs fonctions. Il peut s'agir
d'une fonction sensorielle, motrice, psychique, mentale. D'accord, c'est un peu complexe, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plein de formes de handicap différentes, et notamment des handicaps qui ne sont pas forcément visibles, comme les maladies chroniques. Exactement. Ça, oui. Aujourd'hui, il y a 80% de handicaps qui ne se voient pas. 80% 80%, effectivement, dont les maladies chroniques évolutives, comme le cancer, le diabète, les scléroses en plaques. Et l'hypertension artérielle, effectivement. Et une maladie qui a un impact sur sa vie professionnelle est considérée comme un handicap. Oui, elle peut l'être, effectivement, et faire l'objet d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et cette reconnaissance, qu'est-ce que ça, concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, c'est une démarche que la personne doit faire. Elle doit, avec son médecin, remplir un questionnaire médical pour donner et attester des difficultés de santé qu'elle rencontre. Et c'est assorti également d'un questionnaire administratif qui est ensuite instruit par la maison départementale des personnes handicapées et une commission statue sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Et ça donne effectivement accès à la mise en place d'aménagements de postes de travail quand c'est nécessaire, d'aménagement d'horaires ou organisationnel. D'accord. Donc il faut en parler. C'est vrai, quand on souffre d'un handicap invisible, on se dit après tout pourquoi en parler, parce qu'on peut craindre que ce soit un frein justement pour son travail, pour son ascension professionnelle. Il faut effectivement en parler parce que ça permet, libérer la parole, ça permet vraiment à l'employeur de chercher des solutions pour le bien-être et la vie dans son travail du collaborateur. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc ne pas voir ça comme un frein potentiel à son évolution professionnelle. Absolument pas. Et puis effectivement, 45%, j'avais ce chiffre, des handicaps sont liés à des maladies invalidantes, allergies, asthme, diabète, cancer, et 20% des handicaps sont liés à des troubles psychiques, dépression, autisme. Donc ça fait partie des 80% des maladies qui ne se voient pas. Bon, je ne voudrais pas être anxiogène, mais il est aussi important de rappeler que toutes les personnes handicapées ne naissent pas avec un handicap. Une personne sur deux sera atteinte d'un handicap au cours de sa vie de manière ponctuelle ou définitive. Pourquoi, quelles sont les principales craintes justement de ces personnes pour en parler auprès de leurs collègues, auprès de leurs managers, etc. C'est parce qu'ils ont peur. Aujourd'hui, vous parliez, on peut faire des choses, on peut les accompagner, mais est-ce que s'ils ne le font pas, c'est qu'il y a quand même une bonne raison ? Ça veut dire que c'est pas, on les écoute pas encore assez, les managers sont pas encore assez formés à ça. Pourquoi il y a encore ce besoin de taire ce handicap ? Parce que c'est encore la première cause de discrimination dans le monde, et dans les pays développés comme la France, ça reste une discrimination importante. On a encore aussi beaucoup de représentations négatives sur ce qu'est le handicap finalement, et il faut pouvoir tordre le cou en fait à ces idées préconçues. On pense que par exemple les personnes en situation de handicap sont plus souvent absentes, ce qui est faux. Elles sont moins productives. Ça, on y reviendra. Mais Carole voulait rajouter quelque chose. Oui, je voulais compléter en disant qu'il y a aussi des peurs chez les collaborateurs d'être potentiellement discriminés ou freinés dans leur parcours professionnel, d'avoir peut-être un regard sur eux un peu différent. Et pour ça, effectivement, ils n'osent pas toujours en parler. Mais est-ce qu'un collaborateur qui souffre de handicap est-il un collaborateur comme les autres, justement ? Il ne l'est pas tout à fait, mais ça ne veut pas dire qu'il va être moins productif ou qui va être un frein justement à la productivité de l'entreprise. Moi, j'ai envie de dire évidemment qu'il est un collaborateur comme les autres, avec ses singularités, sa personnalité, ses points d'appui, ses axes à développer. Et oui, il peut y avoir des freins, effectivement, mais il y a tout un tas de dispositifs qui justement peuvent aider les entreprises et la personne à faire en sorte que ça se passe bien. Bon, nous l'avons déjà vu dans une émission précédente, l'engagement de l'entreprise dans la santé de ses salariés est primordial. C'est même un critère important pour un futur salarié dans le choix de son entreprise. Mais qu'en est-il des personnes handicapées ? Voilà, comment l'entreprise va prendre soin de la santé de ces personnes ? Il faut qu'elles aillent faire des soins. Est-ce qu'elles doivent prendre sur leur temps de travail ? Voilà, comment ça se passe ? Ça va se passer de la même façon que pour les autres collaborateurs quand ils font face à une difficulté de santé. Ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap que pour autant on a plus de soins que d'autres collaborateurs. En règle générale, la personne elle est prise en charge à l'extérieur. Elle peut solliciter une après-midi pour aller à un examen spécifique, mais il ne faut pas penser qu'elles sont plus malades et plus absentes que les autres.
Pourtant, elles ont plus de soins à faire, donc on pourrait le penser. Pas forcément. Pas forcément, effectivement. Et comme le disait Anne-Marie, les entreprises mettent aussi en place des dispositifs à travers des accords d'entreprise, par exemple, pour accompagner leurs collaborateurs et proposer des mesures spécifiques. Alors, pardon de poser la question, mais que va forcément se poser un chef d'entreprise? Une personne handicapée sera-t-elle aussi efficace? Alors, vous m'avez dit non. Mais voilà, quels sont les arguments que vous pourriez donner à un chef d'entreprise qui hésite à recruter une personne souffrant d'un handicap? En fait, l'employeur, il va chercher à recruter des compétences. Peu importe finalement le profil de la personne, à partir du moment où elle détient ses compétences. Donc, c'est le premier critère. Si la personne a un handicap et qu'elle en fait état, elle aura peut-être besoin d'aménagements spécifiques, que ceci soit technique ou organisationnel. Et l'entreprise peut être accompagnée dans l'aménagement. Ça, on verra ça tout à l'heure, parce qu'effectivement, aménager un poste de travail, ça peut être une source de problème ou ça peut être compliqué pour le chef d'entreprise. Pas forcément, et seuls 10% des postes nécessitent des aménagements. Donc ça aussi, je pense que c'est un chiffre qui est important à communiquer et qui peut rassurer aussi les employeurs. Oui. Seulement 10%, effectivement. Mais une personne qui souffre d'un handicap, je pense par exemple à une maladie de peau inflammatoire, donc qui peut se voir ou pas d'ailleurs, c'est une source de stress. Et c'est vrai que cette personne va même travailler les week-ends, etc., va travailler encore plus que les autres, va compenser de peur d'être licenciée. Et ça peut atteindre sa santé, justement. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Ce qu'on peut conseiller, c'est déjà aux personnes de se déclarer dans ces situations-là auprès de leur employeur, parce que ça permettra à l'employeur de prendre les mesures adaptées à son état de santé. Et ce qu'on observe aussi, c'est que quand un employeur aménage un poste de santé, eh bien, ça profite aussi parfois et assez souvent aux autres collaborateurs. Qu'on fait de la prévention, là, du coup. Voilà. D'accord. Mais aménager un poste, ça veut dire quoi concrètement? Alors, si par exemple la personne est déficiente visuelle et qu'elle travaille sur ordinateur avec des logiciels métiers, eh bien, on va mettre à sa disposition peut-être des écrans plus grands, des téléagrandisseurs, quelques aménagements techniques, mais finalement, ils sont Tout le monde en profite. Avoir un écran plus grand, du coup, on va moins s'abîmer la vue. Oui, des fauteuils plus ergonomiques. Oui, moins mal au dos. Un traitement du bruit dans un open space, par exemple. Donc on préserve son capital auditif. Et la technologie évolue très très vite, donc il y a vraiment plein de dispositifs intéressants, des logiciels de reconnaissance vocale, des agrandisseurs. Il y a vraiment pléthore de solutions aujourd'hui pour les employeurs. Donc c'est un bénéfice pour tous les salariés d'entreprise et des salariés heureux, on le sait, c'est une entreprise qui va bien. Qui va bien. La discrimination à l'embauche est punie par la loi. Pourtant, beaucoup préfèrent ne pas déclarer leur handicap quand celui-ci est invisible. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors justement, pour déconstruire certaines idées reçues, notamment sur l'efficacité des personnes handicapées, nous sommes allés dans un ESAT. C'est un établissement ou service d'aide par le travail. C'est une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer une activité professionnelle tout en bénéficiant d'un soutien médico-social et éducatif dans un milieu protégé. Alors, comme je vous le disais, un handicap ne doit pas être un obstacle à la réussite professionnelle d'un individu. Regardez. Alors au sein d'un ESAT et d'une entreprise adaptée, nous avons des obligations, qui est la loi de 2002, c'est d'accompagner la personne en situation de handicap, de l'accompagner socialement et professionnellement. Et pour qu'ils viennent au travail, il faut qu'il y ait ce plus. Alors ce plus, effectivement, il est lié aux dispositifs médicaux, mais derrière, ils savent qu'ils ont ce parcours très innovant, pour être bien dans son corps, bien dans sa tête, et qui vont les aider finalement au travail, mais aussi chez eux dans leur environnement familial. Comment ça va aujourd'hui ? Tout le monde va bien ? Oui. À cette écoute du matin, ça nous permet de voir les humeurs et les difficultés dès le début de la journée. Le matin, on débat de plusieurs domaines et des fois, si on a des inquiétudes, ils sont corrigés. Et si on a des attentes au niveau de l'administratif, c'est corrigé aussi, donc c'est positif. Bonjour Sylvie. Vas-y, assieds-toi. Alors, on se voit aujourd'hui parce qu'on va faire un petit point par rapport à tes appareils auditifs. Ça fait combien de temps maintenant que tu les as ? 3 mois maintenant. 3 mois déjà ? Nous, on a vu qu'il avait des problèmes auditifs puisqu'on était obligé de crier pour qu'il nous entende.
Et effectivement, grâce à ce programme qu'on a mis en place et les ateliers de prévention, on a fait venir un audioprothésiste ici sur site, ce qui fait que c'était plus simple pour nos usagers parce qu'ils n'avaient pas besoin de se déplacer. Alors, il existe aujourd'hui en France 1500 ESAT, ces établissements de services d'aide par le travail, qui travaillent en étroite collaboration avec les entreprises, et ça marche plutôt bien, hein. Oui, très bien. C'est aussi un système qui va évoluer. Les ESAT sont appelés à davantage accompagner les personnes vers le milieu ordinaire. Donc, elles ont une vraie mission d'accompagnement des personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent s'intégrer dans le milieu du travail et en dehors de l'ESAT, lorsque c'est possible. D'accord. Donc, il devrait y en avoir de plus en plus. Oui, c'est un vrai levier d'inclusion et de passage vers ce qu'on appelle le milieu ordinaire de travail pour aller vers une entreprise plus inclusive avec des profils très différents. Qu'est-ce qui manquerait aujourd'hui aux entreprises pour être plus inclusives, en fait ? On va parler de la formation tout à l'heure, en dernière partie, mais est-ce qu'il y a d'autres leviers qu'on pourrait mettre en place ? Peut-être qu'elles soient rassurées sur leur capacité à faire. Parce qu'on parle du handicap comme étant un motif de discrimination, mais il y a aussi parfois des craintes de l'employeur de ne pas savoir comment les accompagner, de commettre des impairs, de ne pas pouvoir faire les aménagements que très souvent les entreprises surestiment. Donc peut-être les rassurer sur leur capacité à faire. Les stéréotypes. Voilà. Voilà, rappeler que la personne atteinte de handicap est un collaborateur comme un autre, comme Exactement. on le disait tout à l'heure. Sensibiliser aussi les équipes au handicap. Donc, ça veut dire quoi ? Dédramatiser le handicap. Comment aider les gens, enfin les collaborateurs, justement, à ne pas avoir peur, à avoir la bonne distance, le bon positionnement. Tout à l'heure, on parlait des différentes familles de handicap. Ça peut déjà commencer par expliquer effectivement les différentes typologies qui existent, les différents degrés, sensibiliser par des biais assez différents. Ça peut être de la mise en situation pour que les personnes se rendent compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça pour la personne d'être en situation. On a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Hein, exactement. Forcément. Donc, le fait d'en parler, de sensibiliser, déjà, ça va faire évoluer les mentalités et déconstruire certains stéréotypes. Puis on peut avoir d'autres leviers aussi, comme faire venir des associations également pour parler aussi de l'accompagnement qu'elles peuvent faire. Ne pas hésiter aussi à solliciter ses propres collaborateurs qui sont en situation de handicap et qui peuvent aussi faire des retours d'expérience sur leur intégration, sur les adaptations de postes qui ont pu avoir lieu. Ce qu'on appelle aujourd'hui les patients experts, un petit peu. C'est un petit peu ça aussi, comme dans certaines maladies chroniques. C'est-à-dire que faire partager son expérience, accompagner des personnes souffrant de handicap qui arrivent dans une entreprise, dans un milieu ordinaire de travail. Oui. Dédramatiser aussi. Et finalement, on peut ne pas connaître dans le détail un handicap ou une maladie. Ce qu'on a surtout besoin de savoir, c'est quels sont les besoins spécifiques de la personne. Et en fonction de sa gravité ou de son degré de handicap, ces besoins peuvent être parfois très limités pour être en capacité d'avoir une activité comme n'importe quel autre collaborateur. Est-ce que vous avez des exemples justement à nous donner concrets ? Alors sur les ZAT que l'on vient de voir, les ZAT de Tech Care, pendant le Covid, il a réalisé une pièce unique qui allait sur les respirateurs. Et cette réalisation a été rendue possible parce que Air Liquide cherchait quelqu'un qui était en capacité de souder un fil plus fin qu'un cheveu. Et c'est un des usagers de l'ESAT qui a réussi ce travail. D'autres ensuite ont été formés. Et pendant la crise sanitaire, cet ESAT a fonctionné au service de toute la population. Qu'il avait des compétences que les autres n'avaient pas. Exactement, des compétences rares. Ah, d'accord. Il faut également sensibiliser les clients de l'entreprise, j'imagine. Oui, Carole ? Sur les clients, je crois qu'effectivement, une sensibilisation, c'est important. Et puis, c'est quelque part un peu essaimer aussi la bonne parole, si je peux utiliser ce terme-là, pour expliquer ce qu'il est possible de mettre en place, faire des retours d'expérience d'entreprise également qui démontrent concrètement que c'est possible et qui, du coup, permettent d'embarquer de plus d'entreprises possibles. Alors, il y a des expériences très intéressantes qui ont été menées. Je pense notamment le café langue des signes, mis en place avec Michelin. Voilà, si vous voulez un café gratuit, demandez-le en langue des signes. Il y a d'autres expériences comme ça, d'autres belles histoires d'inclusion réussie
Alors, dans ma structure, par exemple, on a mis en place des ateliers de sensibilisation au cours de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui va être rééditée cette année en novembre. Et cette année, par exemple, on envisage d'utiliser la réalité virtuelle pour mettre en situation les collaborateurs. On va faire venir aussi pour qu'ils puissent se rendre compte de la façon du ressenti, etc., lorsqu'on souffre d'un handicap, d'une typologie visuel, auditif ou autre chose, ou moteur. Oui, on va se mettre dans la peau de la personne en situation de handicap. Et puis, il y a plein d'autres leviés. Il y a du théâtre d'entreprise, des conférences qui peuvent être organisées aussi avec des experts sur différentes thématiques. Il y a vraiment plein de moyens de lever les stéréotypes et de faire en sorte... Alors, je reviens sur ce que je dis, mais il y a une très belle opération qui s'appelle le Duo Day qui permet à des personnes en situation de handicap de venir dans les entreprises pendant une journée, observer un métier et une culture d'entreprise. Et on crée des binômes. Personnes accueillantes dans l'entreprise, personnes handicapées. Et ça, je crois que c'est un très, très beau levier aussi. Bon, c'est plutôt des bonnes nouvelles, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui pour favoriser cette inclusion. On le disait, pour aussi faire évoluer la situation, la formation des managers est primordiale. Vers qui les managers peuvent-ils se tourner pour bénéficier de cette formation ? Alors, les organismes comme l'AGFIP ou le FIPHFP ou l'OETH organisent des sessions d'information, des actions de sensibilisation. C'est vrai que les managers ont un rôle primordial, à la fois pour accueillir les personnes en situation de handicap et aussi rassurer le reste de l'équipe sur le fait que c'est possible et que ça va bien se passer. C'est parfois des choses assez simples de réassurance. Mais c'est lui qui va donner l'impulsion, forcément. Effectivement, oui. Alors, justement, pour accompagner les entreprises et leurs managers, il existe aussi des agences particulières qui élaborent et optimisent la politique handicap de l'entreprise, des entreprises. Et nous sommes allés à la rencontre de l'une d'entre elles, l'agence Andiamo. C'est un reportage de Damien Desmier. Aujourd'hui, on est chez Coloplast, une entreprise qui est partenaire d'un de nos athlètes, Mathieu Bossredon, qui est numéro mondial de handbike, donc de vélo sur piste. Tu te concentres juste à appuyer le plus fort possible. Ok. On est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et on est la seule agence en France et peut-être au monde dédiée exclusivement à l'accompagnement de carrière de champions paralympiques. À l'heure où on se parle, on représente 14 champions dans 7 disciplines paralympiques différentes. Aujourd'hui, on organise un événement de sensibilisation handicap chez Coloplast. Le but est de mettre en situation de handicap les collaborateurs pour qu'ils vivent les contraintes vécues par un athlète de haut niveau, par une personne handicapée, mais également qu'ils vivent le plaisir et l'excitation de pratiquer une nouvelle discipline sportive. Ce que j'ai apprécié durant cette épreuve, c'est de concourir, d'être challengé et de pouvoir atteindre mon but le plus rapidement possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des gabarits, on peut mettre des vitesses différentes, donc c'est bien la preuve que c'est ouvert à tous. Ce type d'événement dans l'entreprise, ça nous permet vraiment de sensibiliser les équipes sur le bienfait du sport et sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, à la fois dans l'entreprise, mais aussi dans la société de manière générale. Aujourd'hui, l'objectif, c'était de montrer qu'on peut être en fauteuil et être plein d'énergie, on peut être performant. Et ce qu'on fait avec Andiamo depuis des années, c'est ça, c'est de casser les codes et de prouver qu'on est des personnes à part entière avec nos personnalités et nos forces. Voilà, finalement, ça permet de challenger tout le monde et de rapprocher tout le monde, surtout que l'on souffre d'un handicap ou pas. Avant de conclure cette émission, moi, j'aimerais qu'on revienne vraiment et qu'on insiste sur tous les bénéfices qu'une personne en situation de handicap peut apporter à une entreprise. Mesdames, qui commence? Parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que ça fait une belle conclusion à cette émission. Le premier mot qui me viendrait, ce serait l'innovation. Le fait de se repenser, repenser nos organisations, repenser nos manières de travailler pour optimiser finalement les forces de chacun. Anne-Marie? Pour moi, ce serait d'oser et de se faire confiance, à la fois pour les personnes en situation de handicap, d'oser aller vers l'emploi et dans les entreprises du milieu ordinaire, et pour les entreprises de les recruter, parce qu'elles développent aussi des capacités d'adaptation qui sont parfois hors du commun et elles ont aussi beaucoup à nous apprendre. Merci à toutes les deux, c'était passionnant, un grand merci. Alors les points essentiels à retenir, la perception des travailleurs handicapés
est décisive. Il faut redéfinir encore et encore les contours du handicap et cesser de le caricaturer. Je pense que c'est un message qu'on a bien fait passer dans cette émission. Intégrer la diversité comme le handicap, c'est une source de réels bénéfices pour l'entreprise, vous venez de nous le dire. Et la formation des managers est essentielle pour une intégration réussie. Merci en tout cas pour ces messages d'espoir. Merci également à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive pour une santé accessible à tous.